Do you feel the vibes? Et les deux hommes dont nous allons parler maintenant ont de nombreux liens avec Antonio Ferrara. Ils s'appellent Pascal Payet et Christophe Kider. Dans un premier temps, Pascal Payet s'est évadé en 2001 de la prison de Luynes et 2 ans et demi plus tard, c'est lui-même qui a organisé l'évasion de plusieurs de ses amis. Quant à Christophe Kider, eh bien, il a tenté à 3 reprises de s'évader. Et à chaque fois, pour ces évasions, eh bien, ce sont de véritables armadas qui ont été mobilisées, des armadas venus de l'extérieur, des évasions spectaculaires. Regardez. Il se voulait braqueur aux mains propres, mais Pascal Payet a fini par faire couler le sang, celui d'un convoyeur de fonds. Le prix à payer, 30 années de prison. Payet, il sait qu'il a beaucoup d'années de prison devant lui et que la seule façon de retrouver un jour la liberté sans être un vieillard, c'est de s'évader à nouveau. Et c'est bien ce qu'il compte faire. Un haut fonctionnaire de l'administration pénitentiaire lui avait promis un traitement bien meilleur s'il prenait l'engagement de ne pas chercher à s'évader. Et à l'époque, il avait dit, vous savez, moi, monsieur, je ne peux pas prendre cet engagement parce que quand je donne ma parole, je la tiens. Facile à dire. Non seulement le prisonnier est placé en quartier d'isolement, mais en plus, il ne reste jamais plus de 3 mois dans la même prison sans jamais savoir quelle sera sa prochaine destination. Les conditions de détention de Pascal Payet étaient telles que j'ai parfaitement compris qu'il ait saisi l'opportunité de s'évader. L'évasion, ça devient même, je dirais, une question de survie mentale. Si on ne pense pas à s'évader, on se suicide. En 2007, Payet est incarcéré à Grasse. Le 14 juillet à Cannes, la compagnie Azur Hélicoptère attend des clients qui ont réservé un appareil de 5 places. Ils avaient demandé une rotation, un baptême Gorge du Verdon, c'est le plus long que l'on propose en vol touristique. Donc ils avaient l'assurance qu'il y avait au moins 1 heure de vol dans un hélico. Quand les 4 hommes arrivent sur le parking, ils se comportent normalement. Mais juste avant d'entrer dans les bureaux, ils revêtent leur cagoule. Là, ils rentrent donc cagoulés avec un gros sac de sport. Ils sortent des kalachnikovs, des pistolets. Ils saisissent les 3 personnes, ils les bâillonnent et les attachent à leur siège. Pendant ce temps-là, un des 4 hommes prend le pilote en otage. Toi, t'es pilote, tu viens avec nous, on ne te fera pas de mal, fais ce qu'on te dit et tout se passera bien. Et donc, quand on est accompagné d'une personne armée qui vous invite à la compagnie hélicoptère, vous n'avez pas tellement le choix. Après avoir neutralisé les salariés de la compagnie dans les bureaux, le reste du groupe rejoint l'hélicoptère. Il est 18h20 lorsque l'appareil décolle. Les gens qui étaient à bord avaient une parfaite connaissance du tableau de bord et de l'équipement de l'hélicoptère qui permet au pilote de communiquer avec l'extérieur, ça c'est évident. Il lui a montré textuellement dans la machine, il lui a dit ça tu n'allumes pas, ça tu n'allumes pas, ça tu ne touches pas, ce bouton-là tu n'y touches pas. Direction le nord, et plus précisément la prison de Grasse. Pendant ces 3 minutes de trajet, le pilote a ordre de voler à très basse altitude. Le but c'était uniquement de ne pas être vu par les contrôleurs. C'est-à-dire que là, en volant bas, 1, la tour de Cannes n'a pas vu décoller, il n'a même pas vu partir en l'air. Et 2, Nice, qui contrôle ici les zones, ne pouvait pas le voir. S'il reste très bas, il ne le voit pas au radar. Les cours de promenade de la prison sont évidemment couvertes par des filets anti-hélico. Mais les complices contournent cet obstacle et atterrissent sur le toit d'un local technique. Quand ils sont arrivés sur la prison, ils ont posé l'hélicoptère exactement de façon à ce qu'il n'ait pas d'angle de tir entre la sortie du toit et l'hélicoptère. De cette façon, l'appareil couvre le commando qui est ainsi à l'abri d'une fusillade. Ça, c'était très intelligemment fait aussi. Voilà, je crois que c'est vraiment l'organisation exemplaire de cette opération. Ils sont extrêmement culottés, ils vont se poser quelqu'un sur le toit de la prison qui, avec une disqueuse, va ouvrir une porte. À l'aide de la scie circulaire ultra puissante, les complices découpent la porte du quartier d'isolement et forcent plusieurs autres portes jusqu'à la cellule de Payet. Aucun des intervenants n'a rencontré l'ombre d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire à cette occasion. Il n'y avait effectivement aucun surveillant dans le bâtiment ou à tout le moins dans l'étage où se trouvait Pascal Payet. C'est une évasion qui est assez bien préparée, bien choisie au niveau de la date. En 14 juillet, on ne peut pas mieux faire. C'est comme s'évader le jour de l'an, le jour de Noël. En un éclair, les malfaiteurs sont parvenus à extraire Pascal Payet. Le pilote, il reste posé, moteur allumé, prêt à repartir. Quand
Paillet revient avec ses complices, il remonte dans l'hélicoptère et Paillet est pieds nus. Pour ça d'ailleurs qu'il y avait un peu de sang, il a dû se couper en remontant. Pascal Paillet est parti, je crois, en chaussettes. C'est vous dire à quel point il a été surpris de voir arriver ceux qui sont venus le chercher. Car paraît-il, ses complices dévoués lui avaient réservé cette surprise en ce jour du 14 juillet. Il n'a pas organisé. Dans l'organisation à proprement dit, il n'a pris absolument aucune part. 8 minutes plus tard, premier arrêt dans un champ de la vallée de Siagne. L'hélicoptère se déleste de 2 passagers, dont Pascal Paillet. 3 malfaiteurs sont encore avec le pilote. L'hélico redécolle, repart légèrement vers le nord, toujours très basse altitude. Après une demi-heure de trajet, les hommes indiquent au pilote leur terminus. Et là, ils posent sur l'hélice-station de l'hôpital de Brignoles. C'est là où il y a quand même un côté génial, c'est d'aller à un endroit complètement public avec un hélicoptère qui normalement n'est même pas habilité à poser là. Et en fait, ça n'a étonné personne d'avoir un hélico qui se pose sur l'hôpital de Brignoles. Le reste du commando descend avec le pilote. Avant de détaler, il l'attache avec une menotte à la grille d'un cimetière tout proche. Le pilote, la seule chose dont il a eu peur, c'est quand il a vu un des complices prendre un extincteur qu'on a dans la cabine. Il a pensé que le type allait lui mettre un coup d'extincteur. Et en fait, c'était pour asperger les sièges où il y avait eu du sang. Ça a enlevé l'ADN. Pascal Paillet vient de bénéficier d'un renvoi d'ascenseur. 4 ans auparavant, il était venu chercher 3 autres de ses amis, prisonniers à Luynes. Les évasions de Pascal Paillet sont intéressantes dans le sens où ça met vraiment en relief ce qu'est, ce que peut être et jusqu'où peut aller l'amitié entre voyous. On a affaire vraiment à une équipe extrêmement soudée de gens qui se considèrent quasiment comme des frères. C'est l'amitié de voyous poussée à son comble. C'est sûrement dans cet état d'esprit que le pilote a reçu des excuses de ses ravisseurs. D'ailleurs, il n'a pas porté plainte. C'est vraiment, le timing était parfait et puis jamais aucune violence, jamais aucun coup, uniquement une intimidation extrêmement professionnelle. Alors c'est vrai qu'on peut s'inquiéter de se dire que ça paraissait presque trop facile, quoi. Dans la catégorie évasion, Pascal Paillet aura remporté la palme des inaugurations. En 2001, il avait été le premier à s'évader de la prison de Luynes. Et en 2007, le premier à s'évader de la prison de Grasse. L'exploit de Christophe Quider et de son complice Omar Topelhadj, s'être évadé d'une centrale. Les centrales qui sont pour ce qu'on appelle les détenus particulièrement surveillés, les gens fichés au grand banditisme, ou alors des gens qui ont des peines extrêmement lourdes à faire, c'est-à-dire entre 10 et perpétuité. Donc ce sont des maisons qui sont extrêmement sécurisées. Grilles et sas de sécurité tous les 50 mètres, caméras omniprésentes, plafond bas. Un univers totalement déshumanisé où l'évasion paraît impossible. On estime que les gens qu'on met dans ces établissements sont susceptibles à un moment ou à un autre d'essayer de s'évader et donc on double les murs, on double les précautions. Moulins-Isère, dans l'Allier, est une des 13 prisons du genre qui existent en France. C'est là que le braqueur Christophe Quider puise sa peine de 30 ans pour meurtre et vol à main armée. À un moment donné, vous êtes tellement, l'enfermement il devient de pire en pire, les failles sont tellement étroites que les moyens qui vont être mis en œuvre seront de plus en plus spectaculaires. Et l'administration pénitentiaire sait que Christophe Quider ne lésine pas sur les moyens. En 2001, son frère Cyril était allé jusqu'à détourner un hélicoptère au-dessus de la prison de Fresnes pour le faire sortir. Claude Darcourt, qui était directeur de l'administration pénitentiaire, a parlé de guerre, quoi, pratiquement, que c'était des faits de guerre. Mais à une guerre sociale, on a une réponse de guerrier, hein. Cette réponse de guerrier, c'est introduire des armes et des explosifs au cœur de la centrale, grâce à l'entremise de complices extérieurs, ce qui est normalement impossible dans cet endroit où chaque fait et geste sont contrôlés. Un flingue, c'est métallique, vous êtes fouillé, si vous sonnez, vous rentrez pas, vous passez... Je vous dis une épingle à cheveux, j'exagère pas, j'ai été à Fleury encore hier, une épingle, elle ne passe pas, vous sonnez. Une enquête doit faire la lumière sur les zones d'ombre de cette évasion. Ce qui est sûr, c'est que le 15 février 2009, les 2 évadés reçoivent la visite de 2 jeunes femmes. L'une est la compagne de Christophe Quider, l'identité de la seconde est plus floue, mais pas son rôle.
des jeunes femmes qui leur rendaient visite à cause d'une intervention chirurgicale, avaient des tiges de métal dans le corps. Donc à partir de là, l'hypothèse, c'est qu'elle ait un peu endormi la surveillance des gardiens qui sont à l'entrée, qui sont au portique. Et évidemment, quand elle passait le portique, ça sonnait, puisqu'elle avait du métal sur elle. Ce dimanche, les 2 jeunes complices passent les contrôles sans encombre avec armes et explosifs et rejoignent ensuite les 2 détenus au parloir. Il faut du courage, il faut de l'audace, parce qu'il faut voir ce que c'est quand même. Quand on arrive en centrale, en plus, pour visiter des détenus, on est vraiment normalement fouillé de fond en comble. Le fait de penser qu'on va pouvoir passer les contrôles sans être pris, c'est déjà une audace et un courage fou. Hein. Je sais pas comment elles ont fait, ces filles. Moi, jamais j'aurais pu faire ça. Hein. Les 2 femmes savent à quoi elles s'exposent en introduisant des armes et de l'explosif. Elles sont aujourd'hui à leur tour en prison. Mais si on comprend comment les armes ont pu rentrer, il n'en va pas de même pour le pain de plastique tout aussi indispensable à l'évasion. Et ce qui est quand même très étrange, c'est que le plastique était dans un sac. Le plastique boom, hein, était dans un sac et que ce sac est passé au contrôle. C'est-à-dire qu'il est passé dans un tapis roulant, comme aux aéroports, et que comme par hasard, les surveillants n'ont rien vu. Alors qu'il était évident que c'était du plastique. Donc il y a aussi des choses assez étranges. Christophe Kider affirme aujourd'hui qu'il a bénéficié de complicité interne. Lui a dit tout de suite qu'il y avait une partie surveillant, donc on ne peut pas d'un seul coup toujours tout mettre sur les familles. C'est trop simple. Les 2 prisonniers se donnent le top départ et sortent leurs armes. Avec une quarantaine d'autres personnes, ils sont dans le parloir et menacent de faire sauter la porte de sortie si les surveillants ne l'ouvrent pas. Les surveillants qui étaient de l'autre côté de la porte, il y a une espèce de petit hublot en plexi, leur disaient « Mais attendez, vous faites n'importe quoi, de toute façon, vous sortirez jamais. Regardez, vous êtes derrière la porte, il y a toutes les familles, vous n'allez pas faire exploser le parloir famille avec toutes les familles. Nous, de toute façon, cette porte, on l'ouvrira jamais. Donc, arrêtez tout de suite. » Les surveillants croient d'autant moins à l'explosion que les 2 détenus ne connaissent pas le maniement des explosifs. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en prison, ils ont pu profiter des conseils d'experts en la matière. Il ne connaissait pas les explosifs, il rentre à 24 ans, Christophe, en prison. Donc tout ce qu'il a appris, il l'a appris à la fac de gangstérologie, la prison. Faire exploser une bombe dans une pièce si confinée représente un véritable danger, non seulement pour les autres détenus, les visiteurs, mais aussi pour eux. Pourtant, devant le refus persistant des surveillants de leur ouvrir la voie, Christophe Kider et Omar Topelhadj passent à l'action. Les parloirs famille, c'est un endroit qui est très clos, très confiné et pas très grand. Donc de faire une explosion de cette ampleur dans cet endroit-là, c'était effectivement risqué aussi pour les familles. Ils pensaient que c'était qui leur faisait peur, leur disant voilà, regardez, on a du plastique, on va faire sauter. Et ils pensaient pas qu'ils allaient faire exploser la porte. Et là, ils ont quand même fait péter la porte. Hein. Donc ils étaient extrêmement déterminés. Le parloir s'emplit de fumée. Plusieurs personnes sont intoxiquées. Les 2 fuyards suivent leur route. Après, ils prennent en otage un des surveillants qui était derrière la porte, qui se reçoit pratiquement la porte dessus. En fait, quand on les voit utiliser comme ça un surveillant en bouclier, en otage, c'est pour se protéger en réalité, c'est pour pas qu'on leur tire dessus, c'est tout. Et puis après, oui, après ils ont des armes et ils sortent. Mais il n'y a pas eu de violence plus que ça. Hein. À partir du moment où vous avez des surveillants en otage au bout d'une arme, en règle générale, les portes s'ouvrent. Hein. Donc les portes électriques s'ouvrent jusqu'à la dernière qui est la porte d'entrée. Derrière cette porte, point de liberté. Mais une course effrénée sans but, une fuite en avant de 40 heures qui se termine en fusillade. Il y a un vrai paradoxe dans l'évasion de Kider et de Topelhadj, c'est que la phase de préparation de l'évasion est très structurée, quasi parfaite. Hein. On fait rentrer des explosifs, on fait rentrer des armes, tout ça au nez à la barbe des détecteurs de métaux, avec un scénario très élaboré. En revanche, on se rend compte qu'une fois que Kider et Topelhadj sont sortis des murs de la prison, il n'y a pas du tout de logistique pour s'occuper d'eux. Une évasion qui se solde encore et toujours par un retour à la case prison.
C'est un nom qui reste gravé dans la mémoire collective française. Il s'agit de celui de Jean-Pierre Trébert. Jean-Pierre Trébert, c'est cet homme qui était soupçonné du meurtre de Katia L'Herbier et Géraldine Giraud. Alors qu'il est en prison, à Auxerre en détention préventive, il va réussir à se faire la belle. Vous avez vu jusque-là dans tous les exemples que nous avons évoqués dans cette émission que des évasions pouvaient se réaliser avec des explosifs, avec des armes lourdes. Eh bien, dans le cas de Jean-Pierre Trébert, vous allez maintenant découvrir que l'on peut s'évader d'une prison française avec un simple carton. Principal suspect dans le double meurtre de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier, Jean-Pierre Trébert attend son procès derrière les barreaux d'Auxerre depuis plus de 4 ans. On ne pouvait pas imaginer que Trébert puisse s'enfuir parce que d'habitude ceux qui s'enfuient c'est des voyous, des braqueurs, c'est pas quelqu'un qui a des liens dans le milieu. Donc on l'attend pas à le voir partir dans un hélicoptère d'une cour de prison. Ça paraît toujours un peu étonnant de pouvoir pouvoir s'évader d'une prison. Nous, on est là en visiteur, on vient au parloir, on a l'impression que tout est tellement rodé, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à s'évader. Et il y a des gens comme Mérine qui arrivent à s'évader d'une manière absolument spectaculaire, et d'autres comme Trébert qui arrivent à s'évader d'une manière peut-être plus artisanale, mais en tous les cas parfaitement imprévisible. Jean-Pierre Trébert n'a pas du tout le profil de l'évadé traditionnel. Mais de cet apparent handicap, il va faire un atout. Pour quelqu'un qu'on qualifie d'homme des bois, il s'est montré tout d'un coup relativement intelligent. Il s'est complètement concentré sur cette opération pour piéger l'administration pénitentiaire sur le long terme. Première étape, gagner la confiance des surveillants pour qu'ils ne se doutent de rien. Ça faisait déjà 3-4 ans qu'il était à Auxerre et qu'il a eu un comportement qui devait être assez exemplaire. C'est un détenu dont on sait qu'il est ce qu'on appelle les détenus sans histoire, c'est le détenu parfait, quoi. Une personne qui va se soumettre à cette discipline, elle aura plus la confiance en fait des personnels et de la direction de l'établissement. Trébert se voit donc confier la gestion d'un atelier de confection de carton dans l'enceinte de la maison d'arrêt, un poste stratégique. Jean-Pierre Trébert, en sa qualité de responsable de l'atelier, était plus libre que certains co-détenus. Il avait accès à des parties plus facilement. Il pouvait descendre à l'atelier, je crois, effectivement, de manière moins surveillée. Un détenu sur lequel pèserait le plus léger des doutes n'aurait pas ces privilèges. Vu justement les responsabilités qu'il avait entre la prison et les facilités qui lui étaient données pour circuler dans la prison, forcément que la maison d'arrêt d'Auxerre pensait qu'il n'y avait aucun risque d'évasion. Et pourtant, pour Trébert qui crie toujours son innocence, son évasion, c'est sa vengeance. Jean-Pierre Trébert était à bout de cette période d'incarcération, 4 ans et demi. Il était effectivement épuisé. Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid, Jean-Pierre Trébert va donc prendre tout son temps. Son emploi à l'atelier de la prison est une véritable aubaine. Dès le moment où il se fait muter à l'atelier, il a fait jouer un sens de l'observation absolument incroyable, qui fait qu'il a capté toutes les failles, le moindre détail. C'est une sorte de sortie ou d'entrée bis de la prison, quoi. Donc c'est forcément une zone sensible à partir du moment où il y a des détenus qui s'approchent de ce qui est une issue de la prison, quoi. Mais impossible de sortir tout simplement par cette issue. Le détenu doit trouver une façon de quitter les murs de la prison sans se faire voir. En principe, c'est les sociétés privées donc, qui viennent faire travailler les personnes incarcérées. Donc il y a des livraisons. Et ça veut dire que vous avez des camions qui rentrent à l'intérieur d'une prison avec du matériel. Et ensuite, le livreur qui fait ressortir le travail qu'a effectué le détenu. Donc là, il est très clair que c'est très sensible. Et Trébert le comprend. C'est pourquoi il monte son évasion à partir de l'atelier. Je vais me servir de mon travail et de mon activité quotidienne, donc sans jamais que personne ne puisse me suspecter et me mettre dans un carton. C'est très ingénieux comme procédé. Mais comment Trébert pourrait-il s'introduire dans un carton sans que personne ne le remarque? Pour l'administration pénitentiaire, c'est tout bonnement impossible. On a retrouvé d'ailleurs notamment des empreintes de Flavien Cosson sur des éléments aux alentours du carton. Flavien Cosson est un détenu qui travaille aussi dans l'atelier. Et on lui reproche d'avoir effectivement eu connaissance du fait que Jean-Pierre Trébert était dans ce carton et d'avoir peut-être empaqueté ce carton, sachant que Jean-Pierre Trébert était à l'intérieur. Est-il possible de conditionner un carton sans se rendre compte qu'une personne est à l'intérieur? Pour répondre à cette question, une reconstitution a été organisée. On s'est remis dans les conditions exactes en demandant aux policiers de tenir le carton. Je pense qu'avec un minimum de logique, Jean-Pierre Trébert n'est pas resté passif à ce moment-là. Et on a pu constater que le carton ne bougeait pas. Et que dans ces cas-là, on pouvait très bien ne pas connaître la présence de Jean-Pierre Trébert.
Encore fallait-il que personne ne s'aperçoive du petit manège du fuyard. Et les 6 autres prisonniers qui travaillent à l'atelier affirment n'avoir rien vu des manœuvres du garde-chasse. Ce qui est un petit peu énervant dans cette affaire, c'est qu'on a mis en cause les différents co-détenus, donc ceux qui étaient dans l'atelier, notamment Flavien Cosson, en disant il est chef d'atelier, il n'a pas pu ne pas voir. Et les détenus ne sont pas là pour se surveiller entre eux et pour essayer de voir s'il y en a un qui manque à l'appel. C'est pas leur boulot. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de complicité de l'administration pénitentiaire? Ça paraît aussi ridicule, mais après tout, eux non plus n'ont pas pu ne pas voir, c'est leur job. Parce qu'ils ont quand même laissé s'échapper certainement le détenu le plus VIP de la maison d'arrêt d'Auxerre. L'enquête sur ce point suit son cours. Toujours est-il que le 8 septembre 2009, Trébert est caché dans un carton, chargé dans un camion de livraison. Il a dû avoir très peur jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'au moment où il sort du camion et il part en courant, bien sûr qu'il y a une possibilité qu'il la foire, parce qu'on n'est pas à l'abri que tout d'un coup, je sais pas, le film casse et que ça fonctionne pas, ou que quelqu'un secoue, ou que quelqu'un se dise mais où est Trébert? Mais le prisonnier a pensé à tout et a fait en sorte que son absence soit remarquée le plus tard possible. Lui, il raconte ça à un de ses co-détenus. Il lui dit, voilà, je vais venir ce matin à l'atelier, mais après, j'ai un rendez-vous chez le juge d'application des peines, donc je ne serai pas là cet après-midi. Et quand un surveillant s'inquiète, je crois, au moment de la pause du midi, du devenir de Trébert, qui n'est pas là, évidemment, pour manger avec les autres, le co-détenu dit, bah non, mais Jean-Pierre, il est parti, il avait un rendez-vous au juge d'application des peines, à Auxerre, etc. Et le surveillant s'inquiète pas, il dit, ah oui, c'est vrai. Entre-temps, Trébert a largement eu le temps de sortir du carton, puis du camion, sans être vu. Ce n'est qu'une fois arrivé à destination que le chauffeur du véhicule constate un trou dans un carton de son chargement. Et en fait, c'est quand, au dernier appel de réintégration des cellules en fin d'après-midi, qu'on se rend compte que Trébert est toujours pas là. L'évasion de Trébert, ça va forcément être un événement exceptionnel. C'est un des meurtriers présumés les plus connus de France. Il est impliqué dans une affaire qui a défrayé la chronique pendant des mois et des mois. Pour moi, c'est vraiment l'histoire d'un type qui sait monter des pièges, qui se retrouve pris au piège et qui retourne son savoir-faire pour se libérer lui-même. Ironie du sort, le même jour, un autre détenu, un certain Mohamed Amrani, s'évade de la même manière dans une autre prison de Lyon. Ce qui va même amener que dans les toutes premières heures, je me souviens du soir où on apprend qu'à la fois Trébert s'est évadé et qu'à la fois Amrani s'est évadé à quelques kilomètres de là, il y a légitimement un lien qu'on essaie de faire entre les deux. Mais il s'agit juste d'une coïncidence déconcertante qui laisse un goût amer à l'administration pénitentiaire, dont les ateliers de prison semblent être les antichambres des évasions. Dans un instant, nous irons aux États-Unis à la découverte de la prison d'Alcatraz. Mais auparavant, faisons une halte du côté de New York, dans la prison de West Street. Nous sommes en 1974 et un Français d'origine corse est incarcéré. Il s'appelle Laurent Fioconi. Cet homme a été condamné à 25 ans de prison puisqu'il fait partie de la French Connection. Dans un instant, Laurent Fioconi sera avec moi. Il va répondre à mes questions. Mais auparavant, voici son histoire. Il y a un nombre incroyable de rebondissements dans cette évasion. J'étais jeune, j'avais pas passé 25 ans en prison. Donc soit vous faites sauter le mur de l'immeuble, la façade pour sortir, soit il y a quand même peu de chances de s'en évader. J'aime pas trop les trucs de violence comme ça. C'est assez cinématographique, il y a les 7 portes de l'enfer à franchir. Dans ma tête, j'ai dit c'est impossible. On ne savait plus laquelle que c'était, si c'était à droite ou à gauche. Donc on l'a ouvert au petit bonheur la chance. Hein. Chaque mètre carré gagné vers la liberté, il y a une épreuve à passer. Et avec l'envie de s'en aller, tout était facile. Hein. On est réellement dans un film. Et ouais, le lendemain, on s'est évadé. Les années 70. Laurent Fioconi est un caïd de la French Connection, un réseau de trafic d'héroïne vers les États-Unis. Condamné à 25 ans de prison, il est incarcéré à Atlanta quand on lui annonce son transfert provisoire pour New York, dans une prison où il croit savoir qu'une évasion est en préparation. Fioconi compte bien y prendre part. Il y a les Italiens, des amis à nous, qui sont en train de préparer une évasion. Donc je suis déjà monté avec l'idée de me faire la main. Mais entre l'intention et l'action se dressent les murs imprenables de cette singulière prison new-yorkaise.
Elle a les attributs, on va dire, classiques d'un établissement pénitentiaire, hein, c'est-à-dire force grillage, barreaux et autres caméras de surveillance. Et en plus, elle a une particularité, c'est qu'elle a pas de cours de promenade, cette prison. La faiblesse provient souvent de la promenade dans les prisons, parce que c'est le moment où vous êtes à l'air libre, bon, il y a des hélicoptères, on peut sauter le mur, on peut intervenir, venir vous chercher, etc. Là, que nenni, puisque c'est un immeuble clos, il y a quand même peu de chances de s'en évader. Mais Fioconi et ses complices ont une idée étonnante pour s'évader et chacun a son rôle à jouer. 3 Cubains, 2 Italiens et 2 Français. Pour la logistique, c'était le Cubain. Parce que le Cubain, c'est un homme qui était énormément riche. Il avait son pilote, il avait l'avion et tout. Pour les collections à New York, c'était les Italiens. Hein, et moi pour les clés. Fioconi sait que le couloir au rez-de-chaussée de la prison mène à un garage s'ouvrant sur l'extérieur. Pour s'évader, il ne leur manque que les clés qui ouvrent les portes les séparant de ce garage. Mission impossible, pas pour Fioconi. C'est son passage par la maison de correction de Belle-Île-en-Mer, où l'administration pénitentiaire aura la jugeote de lui faire faire un CAP de ferronnerie d'art. J'ai passé mon CAP de serrurier, c'est pour ça. Voici comment un CAP et un coup de pouce du destin lui ont permis de s'évader. De ce temps-là, tout le personnel pour la comptabilité, les entrées, les sorties, c'était les détenus qui le faisaient. Alors, il va avoir un poste de nettoyeur dans le couloir. Il a une espèce de brosse comme ça électrique qui lui permet donc d'atteindre cette première porte. Je me trouvais souvent tout seul dans ce couloir. Et j'ai commencé à prendre l'empreinte avec de la mie de pain. J'ai machiné comme la pâte à molder et j'ai pris l'empreinte de la serrure. Une fois l'empreinte de la serrure en sa possession, reste à se procurer les outils pour pouvoir fabriquer la clé. C'est là qu'interviennent ses complices italiens. Ils vont profiter des bons services d'un prêtre qui rend régulièrement visite aux prisonniers et le manipuler à son insu. Les Italiens avec qui il est associé dans cette aventure, qui sont des Italo-new-yorkais, font appel à un complice à l'extérieur qui va voir ce curé en disant « Tenez, est-ce que vous pouvez donner ça à nos amis qui sont en prison ?» Et dans ces cartes postales, dans les choses qui lui font rentrer dans la prison, évidemment, il y a des bouts de métal qui sont dissimulés. Et il me passait les morceaux de ferraille et les clés dans des cartes postales en tissu par un curé, le pauvre, sans qu'il sache. Ils l'ont condamné, le pauvre. Sans aucun remords, Fioconi se lance dans la fabrication des clés. Mais il doit faire preuve d'une discrétion absolue. Et puis il va surtout avoir le concours de toute la cellule, puis ce sont des cellules communes où ils sont, je ne sais pas, plus d'une dizaine de détenus. Et donc, bien évidemment, façonner des clés sur ses genoux pendant des nuits et des nuits et des nuits, c'est repérable. Donc, il faut que tout le monde soit complice de cette histoire. Je rentrais la clé, je la brûlais, et je rentrais la clé, et tac, tac, tac. Et où ça touchait, je donnais des coups de lime. Et avec de la patience, je suis arrivé à faire ma clé. Grâce à cette clé, la première porte du chemin vers la liberté vient de s'ouvrir. Mais tout n'est pas si simple. Sauf que dans ce couloir en rez-de-chaussée, il y a 7 portes parce que le couloir est assez long et que l'administration pénitentiaire, que ce soit en France ou ailleurs, a le mauvais réflexe de voir pour la sécurité de mettre des portes tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, histoire de segmenter comme ça les espaces et ralentir la course d'un éventuel fuyard. Et donc là, il se trouve que dans ce couloir-là, il y en a 7. Dans ma tête, j'ai dit c'est impossible. Donc on avait abandonné un peu. Mais ses complices ne s'avouent pas vaincus et vont soudoyer un gardien. Les Italiens vont toucher, comme on dit, un gardien de la prison qui leur rendait de menus services, qui leur rentrait un peu de produits stupéfiants. Il a dit oui, moi je suis d'accord, il me faut 50 000. Je dis putain, 50 000, ça fait pas chier. Et grâce à ce gardien-là, ils vont obtenir les empreintes des clés à reproduire, ce qui va éviter à Laurent Fioconi d'avoir à franchir 5, 6, 7 portes pour pouvoir faire l'empreinte à chaque fois de la clé. Tout cela a pris du temps, il faut désormais faire vite. Il y a un compte à rebours, il va devoir se battre contre une horloge qui court, contre le temps qui court, puisque il est là provisoirement détenu à New York, qu'ils l'ont amené à New York pour être entendu par ce juge. J'ai pris mon temps, mon avocat est en vacances, mon avocat est malade. Donc pour gagner du temps, pendant 2 ou 3 mois, le temps de préparer l'évasion. Jusqu'au moment où on lui dit: la semaine prochaine, terminé, monsieur Fioconi, retour à Atlanta. Et donc là, évidemment, tout va devoir se précipiter. Dans 72 heures, Fioconi devra repartir à Atlanta alors qu'il lui reste encore une dernière clé à fabriquer. Mais la dernière, je l'ai faite, mais ça ne marchait pas. La porte était toute trop neuve et la serrure neuve aussi. C'était triste, mais j'y arrivais pas. Et donc il va falloir trouver une autre solution. Cette solution, elle va venir de jeunes Italiens qui travaillent dans ce garage, où ils font du nettoyage et autres tâches. Et donc eux suggèrent qu'ils peuvent peut-être
piquer les clés du gardien qui les surveille, parce qu'ils ont l'habitude de le chahuter, c'est un vieux maton, comme on dit, et donc ils lui piquent régulièrement le trousseau, qu'ils jettent, etc. Enfin, ils jouent un peu comme ça avec lui. Donc là, ils font ça, sauf que pendant qu'il cavale pour récupérer ses clés, il y en a un qui ouvre la serrure et qui lui rentre. Mais ça se passe un vendredi. Et les fuyards, en tout cas les évadés, ne vont partir que le dimanche. Nous, on avait choisi le dimanche parce qu'il y avait les visites, donc les caméras, ils n'avaient pas le temps de regarder trop les caméras parce qu'ils étaient deux à regarder les caméras et à faire rentrer les gens à la visite et tout ça. Donc le jour propice, c'était le dimanche. Il faut que pendant ces 48 heures, personne ne constate que cette porte est restée ouverte. Ultime rebondissement, le samedi est annoncé un car qui doit transférer des prisonniers, amener des prisonniers d'une autre prison dans celle-ci. 10 nouveaux prisonniers sont attendus, des prisonniers qui vont emprunter ce fameux couloir pour rejoindre leurs cellules. Et malheureusement, pour les futurs évadés, les 10 prisonniers vont devoir emprunter ce couloir et forcément, le gardien qui va les conduire va s'apercevoir immédiatement que cette porte est restée ouverte. Si le gardien referme la porte, c'est la fin. Plus moyen de s'évader et Fioconi n'a plus qu'à repartir pour Atlanta. De l'euphorie de sortir, je suis descendu par terre, et j'en pouvais plus, j'ai dit c'est pas possible. Et on attendait, je crois que c'était foutu pour moi. Mais finalement... Et là encore, signe du destin, ce car, il n'y avait qu'un prisonnier dedans à transférer. Et donc le gars, par économie d'effort, plutôt que de rentrer dans le garage, il va dire il n'y a qu'un type. Je m'arrête dans la rue devant la porte principale et le type, il va descendre lui-même, il va être récupéré par 2 gardiens et il va rentrer par la petite porte à pied et on s'économisera toute la manœuvre du garage des 7 portes, etc. Ainsi, la 7e et dernière porte reste ouverte. Et 48 heures plus tard, c'est le jour J. L'évasion commence, aucune erreur n'est permise. Il faut faire très vite et cette porte que Laurent Fioconi ouvre habituellement en quelques secondes, tu vois, quelques dizaines de secondes, et là... avec la tension ou j'en sais rien, il va buter. Moi, j'ouvrais la porte facilement. Quand je voulais, même pour rigoler, clac, clac, et hop, je la refermais, juste pour m'amuser. Et le jour J, je suis resté au moins ça montait au moins une demi-heure pour l'ouvrir. Je transpirais. Toutes les 2-3 minutes, il y a un gardien qui passe et ils sont obligés de se cacher à 6 ou 7 dans un renfoncement du couloir, de ne pas faire de bruit. J'ai ouvert la première porte, après j'ai laissé passer tout le monde parce que je voulais la refermer et j'étais ouvrir la deuxième et tout ça. Et quand on est arrivé dans le garage, on se rappelait plus parce que dans le garage, il y avait une batterie pour ouvrir la porte et une batterie d'alarme. Effectivement, ils ne sont plus séparés de la liberté que par une porte de parking, de garage plus exactement. Et même là encore, trou de mémoire collectif, ils sont quand même 6 ou 7 à s'évader. Et il n'y en a plus un qui se souvient sur lequel des 2 boutons ils doivent appuyer pour lever cette porte. Il y en a un qui lève la porte et l'autre qui déclenche l'alarme. On ne savait plus laquelle que c'était, si c'était à droite ou à gauche. C'est qui tout double. D'un côté la liberté, de l'autre la prison à perpétuité. Donc on l'a ouvert au petit bonheur la chance. Hein. Ce sera le bouton de gauche. Et la porte s'ouvre. On se dit ça y est, c'est gagné. Et non, ultime épreuve à passer, en face il y a un commissariat. Donc il va falloir en plus éviter les 2 gardes armés qui sont en permanence en faction sur le trottoir. Ces policiers ont pour ordre de tirer sur les fuyards éventuels. Première chose, on a regardé s'il y avait des policiers devant la commissariat, il n'y avait personne. Un véhicule placé par leurs complices de l'extérieur attend l'équipe d'évadés non loin de la prison. On est rentré dans la voiture, on a pris les clés sous le tapis, on a mis la voiture en marche. Elle est partie de suite. Premier feu, il est passé au vert. Deuxième feu, il est passé au vert. Vert, on a eu du vert de partout. Dans une évasion, je crois qu'il faut avoir beaucoup de chance. Laurent Fioconi, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. On vient de voir votre évasion. Ce qui s'est passé juste derrière, c'est que vous êtes parti en Colombie. Oui. Vous avez vécu comment, concrètement, au quotidien? On fait tout. Des émeraudes, du trafic, n'importe quoi. Là, on peut pas. Tout ce qu'on trouve, voilà. Vous avez été arrêté là-bas? Oui, j'ai été arrêté parce que quand je me suis évadé des États-Unis, à la sortie, j'ai acheté un passeport. J'ai changé la photo. Je suis arrivé tranquillement en Colombie en pensant que j'avais des bons papiers et tout ça. Au bout de 2 ou 3 mois, j'ai été arrêté parce que la personne qui m'avait vendu le passeport avait fait une escroquerie entre Bogota et les États-Unis. Vous avez été arrêté, vous avez été en prison une première fois, vous avez réussi à vous évader, oui. Et puis vous avez été à nouveau en prison une deuxième fois à Bogota. Voilà. Et c'est là où pour vous, l'évasion a été sans doute la plus difficile. Pour quelle raison? Parce que c'était surtout physique. Hein. Il fallait monter sur un toit, après il fallait passer les 2 murs
Hein. Même les pompiers qui ont essayé de le faire, ils n'ont pas pu. Mais comme on était tellement entraînés, on s'entraînait tous les jours. Hein. Donc ça a été un peu difficile. Est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré Pablo Escobar? Oui. Dans quelles conditions vous êtes retrouvé avec lui? Je le voyais souvent sur les pistes, sur des trucs comme ça, dans les laboratoires. Et même dans son bureau, il m'avait fait appeler, tout ça, j'avais été le voir. C'est impressionnant? Non. Non, c'est pas impressionnant. J'ai trouvé que c'était un brave mec. Il a toujours été correct avec moi. Alors on le voit, hein, vous avez eu une vie assez incroyable que vous racontez dans un livre qui s'appelle Le Colombien aux éditions du Toucan, dans lequel il y a tout un tas d'anecdotes sur cette histoire fantastique que vous avez vécue. Oui, je raconte toute ma vie, toutes mes évasions, tout ce que j'ai fait. Toute ma vie a été faite de choses très fortes. Pendant vos évasions, vous avez eu peur parfois? Au moment de la préparation, durant les évasions, on n'y pense plus. On est dans l'action. On ne pense à rien du tout. Quand on s'évade, on pense à la mort? Bien sûr, parce que vous avez les guérites, vous avez pas mal de choses. Ouais. Faire 25 ans quand vous avez 30 ans, c'est mieux de mourir que de faire les 25 ans. C'est mieux de mourir que de faire 25 ans de prison? Je pense, oui. Et le risque, maintenant, si je suis sûr de mourir, je ne vais pas sortir. Hein, mais le risque vaut la peine. Hein. Ouais. Aujourd'hui, vous faites quoi? Je suis retraité, je suis en Corse. Ouais. Sage? Oui, je suis dans mon village, tranquille. Ouais. Avec mes enfants, ma femme, mes poules. C'est fini la prison? J'espère, oui. À moins que... je sais pas. Mais je crois pas, non, c'est fini. Ouais. Merci beaucoup. Alors restons aux États-Unis si vous le voulez bien et nous allons maintenant nous intéresser à un lieu mythique puisqu'il s'agit de la prison d'Alcatraz, une prison qui est située dans la baie de San Francisco sur des rochers. Aujourd'hui, cette prison n'accueille plus que des touristes, mais pendant de très longues années, elle a été désignée comme un lieu inviolable, le lieu le plus sûr des États-Unis. Pourtant, 3 hommes ont réussi à se faire la belle et vous allez le constater, endroit extraordinaire, évasion extraordinaire. Selon le FBI, personne ne s'est jamais évadé d'Alcatraz. Pourtant, il semblerait que 3 détenus soient bien parvenus à réaliser l'impossible. S'échapper du pénitencier le plus imprenable du monde. Alcatraz, c'était une prison qui était censée être complètement effrayante. Elle était sur un rocher à 2,5 km de la terre, sur une île. Au milieu de la baie de San Francisco, il y a eu des courants de l'océan super forts, des requins et l'eau à 8 degrés, même en été. Si un homme reste plus de 20 minutes dans une eau si froide, c'est la noyade assurée. C'était censé être ça, l'obstacle à toute évasion. Néanmoins, 4 braqueurs de haut vol, les 2 frères Anglin, Alan West et surtout Frank Morris, sont prêts à tout pour quitter l'île du Diable. Nous sommes au début des années 60. Ils ont déjà plusieurs évasions à leur actif, mais cette fois-ci, toute la détermination, le courage et la force du monde ne seront pas suffisants. Donc la seule façon de sortir, c'était en utilisant son intelligence. Et justement, Frank Morris, sur son carnet, sur sa fiche de la FBI, ils ont marqué qu'il y avait un QI de 133, donc très élevé, donc il avait tout planifié. Le génie de l'évasion va mettre au point un plan aussi ingénieux que téméraire. Première difficulté, et pas des moindres, quitter une cellule qui n'a pas de fenêtre. Pas de fenêtre, mais en revanche, une minuscule bouche d'aération. Cette aération donne sur un corridor, couloir de service qui traverse sur toute la longueur ces blocs de cellules et qui donne sur le toit. Frank Morris a trouvé le chemin de la sortie. Et comment faire pour élargir ce tout petit passage? Les détenus vont devoir considérablement l'agrandir. Ils n'ont évidemment pas les outils adéquats, alors ils vont faire avec les moyens du bord. Ils ont creusé avec des cuillères, très lentement. Je dis, ils avaient une patience incroyable. Et ils ont fait super lentement. Ils ont montré une patience très forte, une détermination. Pour que cette entreprise de longue haleine ne soit pas découverte par les gardiens, les 4 prétendants à l'évasion vont devoir travailler en équipe.
Ce qui rend les choses difficiles dans ces prisons américaines, c'est que les cellules ne sont pas occultées. Ils agrandissent la bouche d'aération qui est sous le lavabo au vu au-dessus de tout le monde. Alors ça fonctionne parce qu'ils ont des cellules contiguës, c'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui creuse, l'autre regarde. C'est le seul moyen de réussir à faire ce truc. Jour après jour, nuit après nuit, les prisonniers vont accumuler de nombreux gravats qui pourraient éveiller les soupçons. Et ils vont donc dissimuler ça sur eux, sortir en promenade avec, et puis au fur et à mesure de la promenade, larguer ces gravats comme ça. Une fois le chemin de sortie emprunté, les fuyards auront besoin de temps pour gagner le toit de la prison, puis le rivage d'Alcatraz. Mais les rondes de nuit s'assurent que les détenus sont bien dans leurs cellules, il leur faut trouver un nouveau subterfuge. Ils ont confectionné des fausses têtes pour faire croire qu'ils sont toujours dans leur lit, ces garçons. Les prisonniers sculptent les crânes avec du papier mâché et du savon. Et chez le barbier, ils récupèrent les cheveux coupés pour donner la touche finale à leur mannequin. C'était presque artistique. Ils ont fabriqué ces fausses têtes pour qu'on ne remarque pas leur absence dans la nuit. Ils ont tout planifié en beaucoup de détails. 11 juin 1962, jour J. Frank Morris donne le signal, il s'engage dans le tuyau d'aération. Les frères Anglin le suivent, mais Alan West n'apparaît pas. Il n'a pas assez élargi son passage. Contre une promesse qu'on n'allait pas lui rallonger sa peine, il a raconté tous les détails. Le plan était d'arriver sur une île, Angel Island, qui est entre la prison et la terre, au nord de la baie, et puis de traverser la dernière partie de l'eau. Si les trois hommes attendaient le dernier complice, l'évasion serait gravement compromise. Ils continuent donc sans lui. Donc ils vont grimper comme ça en se servant notamment du tuyau de plomberie et se retrouver sur le toit du bâtiment. Du toit, ils rejoignent le rivage. C'est là l'étape la plus périlleuse, quitter l'île et rejoindre la terre. Sans le témoignage d'Alan West, le FBI n'aurait jamais su comment les fuyards s'y étaient pris. Grâce aux imperméables fournis par la prison. Et eux vont en voler, vont en racheter à leurs détenus, enfin ils vont trafiquer ça pendant des mois, en réunir suffisamment pour pouvoir confectionner des canaux de sauvetage de fortune et des gilets de sauvetage. Ils vont donc récupérer ce matériel, quitter la détention par ce biais. Puis donc une fois là, ils ont fait le plus gros, il leur reste plus qu'à gagner la mer et puis s'enfuir dans l'obscurité. Quand le jour se lève, Frank Morris et les frères Anglin se sont totalement évaporés. À 7 heures tous les matins, tous les prisonniers devaient se lever, se raser et se laver. Et à 7h20, il fallait qu'ils soient debout devant leur cellule. Justement, ils n'y étaient pas. Voyant des têtes dépasser des draps, les gardiens pensent que les détenus dorment encore. Enfin, ils vont leur crier un peu dessus, puis finalement, ils vont mettre un coup de matraque à travers les barreaux, et la tête va rouler par terre et se casser. Évidemment, et là, ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas décapité le détenu, c'est juste que c'est une fausse tête. L'alerte générale est donnée, le FBI entre en action. Des recherches sont lancées dans tous les États-Unis, mais impossible de mettre la main sur les fugitifs. Le FBI a dit non, ils ont forcément échoué puisqu'on n'a pas noté de vol de voiture ou d'attaque de banque dans les jours qu'on suivit dans la région. On pense très sérieusement qu'ils se sont noyés. D'abord parce qu'on a trouvé 2 gilets de sauvetage. Alors, est-ce que c'est une ruse? Puisqu'on disait que Franklin Morris avait un QI supérieur à la moyenne. Donc, est-ce qu'il a voulu, une fois de plus, perturber le FBI en laissant comme ça de faux indices de naufrage? Alors, ont-ils réellement réussi la plus grande évasion de tous les temps? Ils n'ont jamais trouvé de traces de contact avec la famille. Et pourtant, la FBI a suivi l'affaire pendant presque 20 ans. Il n'y a jamais eu de signe de vie. Donc soit ils ont vraiment disparu avec une efficacité inouïe, soit ils sont morts. A priori, ça serait les seuls. Enfin, le bénéfice, le doute doit profiter à l'accusé. Donc, on va dire qu'ils sont évadés. Au cours de cette émission spéciale, vous avez donc vu 10 évasions spectaculaires qui nous ont marqués et qui, je l'espère, vous ont marqué également. Merci d'avoir passé la soirée avec nous.